Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Jean-Charles Ehrenschmidt, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous accueillez dans les locaux de la CCI 77, Chambre du commerce et de l'industrie de Seine-et-Marne, pour l'émission Où va le monde? Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter et puis nous parler de votre parcours professionnel. Très bien. Alors Jean-Charles Ehrenschmidt, je suis entrepreneur avant tout. Je suis à la fois très fortement attaché au territoire de Seine-et-Marne, puisque j'y ai travaillé depuis très longtemps. J'y ai développé un groupe de distribution automobile de à peu près 1200 personnes. Et puis je suis attaché au monde agricole seine-et-marnais, je suis attaché à tout ce biotope que je connais très bien. Je suis également vice-président à Paris-Île-de-France et membre du bureau de CCI France. Voilà, je viens d'intégrer les chambres de commerce à ce niveau-là. Je suis dans la chambre depuis 2000, mais je viens de prendre la présidence et je suis très heureux parce que j'ai eu une période d'entreprise très intense et puis je développe des startups, je développe moi-même une startup en parallèle et j'essaye de pousser cette fibre de l'entreprise et de pouvoir aider les chefs d'entreprise le mieux possible. Voilà. D'accord. Donc même si vous avez ces missions, vous êtes toujours en mouvement en tout cas. Oui, je suis toujours en mouvement et j'ai géré pendant 6 ans, j'ai géré la distribution et la réparation automobile en Europe au travers d'une organisation européenne qui s'appelle le SECRA et qui gère à peu près plus de 360 000 entreprises en Europe au niveau de la réparation et de la distribution. Donc j'y ai géré leurs intérêts avec toute une équipe et donc j'en fais toujours partie mais je ne suis plus président. Voilà. D'accord. Alors ma première question, les entreprises ont beaucoup entendu parler des CCI pendant le Covid car elles ont joué un rôle de premier plan. L'État vous a confié au CCI la mission d'accompagnement des entreprises dans l'accès aux aides financières. Mais en temps normal, j'aimerais vous entendre sur les missions, les fonctions d'une chambre de commerce et de l'industrie, tout simplement. Alors, les fonctions, elles ont été élaborées au fil du temps, puisque les premières chambres de commerce ont été... c'est parti d'une initiative d'Henri IV, et la première chambre a été à Marseille. C'était en fait une association de commerçants qui se réunissaient pour défendre leurs intérêts et bâtir leur stratégie. Et puis le pouvoir royal, et notamment un adjoint d'Henri IV, Barthélemy, a décidé d'y adjoindre un peu une aide de l'État. Et donc ça a été l'embryon des chambres de commerce. Donc l'idée, c'est de développer, en fait, l'idée fondamentale des chambres de commerce, c'est de développer la prospérité des territoires. Alors ça devient très intéressant. Après, ça s'est développé avec Louis XIV, Napoléon. Il y a eu des périodes de vide un peu pendant la Révolution, mais disons que depuis tout ce temps, les chambres de commerce leur objectif, c'est de développer la prospérité des territoires. Et cette prospérité des territoires, déjà on va partir du mot territoire. Donc territoire, on a un territoire. Qu'est-ce qu'on en fait de ce territoire? Comment on l'utilise? Comment on développe la prospérité à partir de ce territoire? Ça veut dire qu'on y crée des infrastructures. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est de se développer. Qu'est-ce qu'on peut faire comme transformation, injonction des infrastructures actuelles? Et pourquoi des infrastructures? Parce que les infrastructures amènent des entreprises. Et les entreprises, finalement, développent de la prospérité et de l'économie. Et tout partait du temps d'Henri IV, comme de Louis XIV, comme de sur tous ces siècles, tout partait de l'idée que finalement, à partir du moment où il y a de l'emploi et de la prospérité, les gens sont heureux. Voilà. Donc en fait, on se considère vraiment, en tout cas moi je considère mon job maintenant, depuis 8 mois, mais en tout cas je considère mon job qu'une chambre de commerce, c'est presque une entreprise à mission, c'est même tout à fait une entreprise à mission, et qu'on doit vraiment, vraiment développer cette prospérité sur le territoire en faisant beaucoup par nous-mêmes, mais surtout en faisant une collaboration massive avec tous les acteurs en place et qu'on puisse vraiment diriger le travail de cette chambre et le travail des acteurs de Seine-et-Marne vers cette prospérité locale. Le département de l'île de Seine-et-Marne, c'est le deuxième, c'est la moitié de l'île de France quand même, il faut le savoir. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment de développer cette collaboration avec tous les acteurs, que ce soit les intercommunalités, que ce soit avec les syndicats, le MEDEF et le CPME, on travaille beaucoup ensemble,
que ce soit avec CCI Île-de-France, où maintenant je suis dans le bureau, donc on essaie vraiment de travailler, vraiment on est une dream team, on essaie de faire ça, bien qu'on est territorial et que voilà, mais en tout cas on est une dream team. Et puis il y a aussi CCI France, sur lequel on a développé un plan stratégique avec Dick Crescenzo sur le rôle des chambres, et donc on a un plan stratégique qui va être annoncé le 11 octobre. D'accord. Un peu plus concrètement, vous parlez de développer la prospérité. Ça consiste en quoi sur le terrain? Alors déjà, sur l'organisation, c'est-à-dire on a mis en place, on a simplifié le rôle des pôles, des élus. Vous savez qu'il y a à la fois des personnes qui travaillent, puis des élus qui donnent de leur temps bénévolement. Et cette équipe-là, elle s'est tournée autour de 4 pôles. Le premier pôle, c'est le pôle territoire. Donc l'idée, c'est d'avoir des territoires sur lesquels il faut qu'on bouge ou qu'on amène une transition. Je prendrai 4 sur lesquels on est très, très en réflexion. Le premier pôle, c'est Mormant, sur lequel vous avez une plateforme pétrolière de Total, Total nous a demandé de la transformer vers plus d'écologie. Donc on a complètement arrêté la transformation de cette plateforme et on trouve des fournisseurs autour de tout ce qui est transformation écologique et transformation énergétique. D'accord. Donc ça, c'est un premier projet qui est vraiment passionnant. Le deuxième projet qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est sur le pôle de Roissy. Donc on s'intéresse beaucoup à Roissy. Moi, j'ai une grande expérience aussi dans le métier du service. Les plateformes de services, Roissy c'est une plateforme de services, donc c'est l'évolution de cet aéroport et comment il va apporter ce service et comment il va aussi avoir son empreinte écologique qui va être mieux gérée à terme. Vous avez des grands aéroports comme Atlanta, comme même Pékin qui réfléchissent énormément à cette marque et à cette signature écologique. Voilà, nous venons de rentrer dans la fondation Gustave Eiffel, nous sommes en train d'y rentrer pour développer surtout un axe de travail autour de la ville durable et de la mobilité, puisque c'est vraiment la seule université qui a ça comme axe de travail, la mobilité. Et donc là aussi, c'est d'aider des centres-villes comme Coulommiers, comme Meaux, comme Butte-Saint-Georges, comme d'autres villes. Voilà, donc on essaie vraiment d'y travailler pour améliorer cette durabilité, cette mobilité, cette prospérité de commerce de centre-ville, puisqu'il y a vraiment des villes qui ont des résultats très très différents les unes par rapport aux autres. Voilà, donc développer le commerce et développer l'industrie. J'en ai parlé avec Total, mais il y a d'autres pôles. Il y a le pôle de Villaroche, qui est un pôle énorme au centre de Seine-et-Marne, sur lequel on travaille avec le préfet, avec toutes les parties prenantes. On va en tout cas fortement s'impliquer dans le dossier pour trouver des solutions autour, je pense, de l'industrie. Voilà. D'accord. Alors, je vous ai parlé du premier pôle, qui est Oui, le pôle territoire. exactement. Après, vous avez le pôle entreprise, qui Ouais. est aussi passionnant. C'est qu'on accompagne les entreprises de A jusqu'à Z, c'est-à-dire que quand je dis A, c'est la création, donc le créateur, que ce soit le créateur jusque finalement à l'international s'il a envie de se développer à l'international, mais aussi jusqu'à sa transmission ou à sa transition ou à sa transformation. Donc on a vraiment des groupes de travail sur le financement, on a des groupes de travail où on essaie vraiment d'accompagner le chef d'entreprise dans ces... Donc par exemple, vous parliez du Covid, on a accompagné énormément d'entreprises à traverser le Covid, ça a été reconnu nationalement et même départementalement. Donc on a été très très présent pour les accompagner dans les aides, dans l'obtention des aides, dans toute cette transition, même dans l'après-crise, on a essayé vraiment de les accompagner beaucoup. Voilà, donc on est sur le terrain, c'est un grand département à Seine-et-Marne, on a vraiment... Justement, pendant le Covid, vous aviez assez d'acteurs pour pouvoir suivre toutes ces entreprises? Et on l'a fait beaucoup au travers du digital, on l'a fait avec la préfecture, avec on a participé dans tous les bassins d'emploi à des réunions spécifiques, et puis aussi on a travaillé tout ce qui était digital au niveau du commerce. Donc on a Vivons Local, on a créé des plateformes de vente locale pour aider aussi les gens à continuer leur commerce malgré tout. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi l'accompagnement des chefs d'entreprise en difficulté, qu'on essaie aussi de les accompagner quand il faut. Voilà. La formation, on a parlé territoire, on a parlé entreprise. Il y a un troisième pôle, mais je vais y revenir tout de suite à la formation, parce que je veux bien qu'on suive l'ordre de l'organisation. Hein. Il y a le pôle prospective. En fait, il y a aussi une transformation qui touche, la transformation, que ce soit des données ou que ce soit la cybersécurité, qui touche énormément d'entreprises. Vous avez l'hôpital de Créteil qui a été hacké dernièrement. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont touchés et qui sont... Voilà, donc nous organisons aussi, par exemple, c'est un exemple de prospective, nous organisons le 19 octobre ici une grande conférence avec le préfet, avec l'ANSSI, avec tous les acteurs autour de la cybersécurité pour mettre en place un plan justement pour lutter contre la cybersécurité. Voilà, j'en ai terminé, donc vous avez vu,
Tout part du territoire, entreprise, et puis prospective et accompagner les transformations. Et maintenant, la formation. C'est le quatrième pôle qui est très important. On a la grande chance d'avoir l'UTEC, qui est une école d'apprentissage. L'apprentissage a connu un essor très important parce qu'il y a eu des aides supplémentaires. Et on utilise l'apprentissage. Et puis l'apprentissage maintenant va jusqu'à Bac plus 4, Bac plus 5. Donc ça veut dire que ça permet à des étudiants ou à des jeunes qui ne savent pas trop aller, de rentrer dans une cellule d'apprentissage, de rentrer en contact avec l'entreprise et donc finalement de définir leur parcours. On a 2000 étudiants sur la Seine-et-Marne. C'est pas rien, 2000 formés avec des très bons résultats. Et on développe 3 filières, le filière tout ce qui est autour de l'hôtellerie, de la restauration, une filière tout ce qui est autour du commerce et de tout ce qui est informatique et tout ce qui touche le commerce, et puis une 3e filière que l'on est en train de développer, notamment sur la cybersécurité. D'accord. Voilà, donc on développe des filières. L'intérêt des filières, c'est qu'elles peuvent se changer en fonction des métiers. C'est-à-dire qu'on a des filières qui sont très agiles et qui permettent aussi d'apporter aux jeunes un métier immédiat. Et on est en train de développer, depuis peu, Total nous aide pour cela, à développer une école de la seconde chance et une école aussi de la production. C'est-à-dire qu'on pourra apprendre des gestes autour du monde industriel. Donc l'idée, c'est vraiment de réapprendre des gestes que les gens perdent, chaudronnerie ou autre. Et donc l'idée, c'est de développer ces 2 écoles. Voilà. Oui, parce que je me posais la question du fait de réussir à adapter la formation aux demandes des entreprises. Vous parliez d'agilité. On a parfois des exemples sur le plan national où on forme et puis il n'y a pas forcément de demande en face. Donc vous arrivez très rapidement à vous réajuster aux demandes des entreprises. La cybersécurité, on l'a montée là. On sent qu'il y a vraiment un besoin très important. Et depuis longtemps quand même. Oui, mais et ça arrive. On s'en occupe là. C'est une bonne chose. On est en train de le faire. On a des beaux projets dans le domaine là. Et puis voilà. Après, vous savez aussi, ce qui est fantastique dans notre statut, c'est qu'on est à la fois, une chambre est dirigée par des élus des chefs d'entreprise, et en même temps, il y a une très belle équipe qui s'occupe de tous ces dossiers-là. Et en plus, on a quand même l'État qui est avec nous. On est semi-public. Donc en fait, c'est un travail avec le préfet aussi. Donc c'est ça aussi, ça donne aussi beaucoup de force à notre travail. Et on est complètement à la fois apolitique. Le seul souci, c'est de développer la prospérité du territoire. Donc c'est le sens commun. Vraiment, c'est cette ligne-là qui est importante. Voilà. Donc voilà. Vous dites semi-public, ça implique quoi? C'est une question qui... Semi-public, c'est qu'on est on est une chambre territoriale, donc c'est-à-dire qu'on gère notre budget, on gère nos actions, on gère complètement notre volonté de faire. Mais en même temps, on rend compte au préfet, on rencontre à l'État, on a une tutelle, grosso modo, qui surveille nos comptes, à qui on partage toutes nos opérations. Et en fait, c'est ce mariage d'entrepreneuriat et d'État qui est intéressant justement par rapport aussi aux crises très impactantes qui pourraient arriver. Voilà, c'est peut-être une charnière même indispensable finalement parce que les collectivités territoriales ou le monde politique qui ne serait pas connecté à l'entreprise, ce serait quelque chose qui aura du mal à prendre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est une courroie de transmission alors. C'est une courroie de transmission et c'est un travail, je dirais, un peu main dans la main. Il n'y a pas une autorité hiérarchique, c'est plutôt un partenariat. Et je trouve ça très très intéressant comme statut. Ça a été très décrié à un moment, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. La prospective que vous avez pour la Seine-et-Marne, elle va jusqu'où en fait? C'est quoi les grands projets dans les 10-15 ans à venir? Alors on s'est fait un séminaire tout de suite. Moi j'ai pris mes fonctions en décembre. Tout de suite on s'est fait un séminaire avec tous les élus. On a défini nos 3 valeurs. La première valeur c'est la solidarité, l'anticipation. Grande question ça. Voilà, l'anticipation, parce que en fait vous avez voilà, donc on a choisi des thèmes d'anticipation et l'efficacité. Donc l'efficacité aussi pour une chambre c'est très important, ça nécessite aussi voilà. Mais la solidarité elle peut être en interne et aussi en externe, donc ça c'est aussi très important. Et puis en anticipation on a choisi vraiment 3 thèmes, mais je dirais les 2 premiers, on a choisi la cyber, donc tout ce qui est cybersécurité on l'a choisi tout de suite. Et on a choisi toute la signature écologique. On a organisé tout de suite en février on a eu beaucoup de monde sur la biodiversité, donc notamment tout ce qui est méthanol, gaz, etc. On est un département agricole, donc il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc on a fait ça avec GRDF et on a eu beaucoup de monde. Les gens ont envie d'avoir, en tout cas en ce qui concerne leur mobilité, avoir une vision de là où il faut qu'ils aillent en fait. D'accord. Bon.
Vous avez un parcours professionnel dans le monde de l'automobile. En ce moment, on en parle énormément. On parle de sobriété énergétique, de difficultés d'approvisionnement dans les pays fournisseurs, de voitures électriques, d'empreintes écologiques. La voiture électrique, c'est vraiment le must en termes d'écologie et en même temps, c'est une catastrophe en fonction de qui nous explique son point de vue. Comment ce secteur s'adapte à tout cela? Vous avez certainement des choses à nous dire. En tout cas, vous avez un regard là-dessus. En tout cas, j'ai une belle vision européenne en tout cas de ce qui se passe. On vient de négocier avec Thierry Breton le Data Act, donc sur tout ce qui est données automobiles, parce que les voitures sont des voitures connectées, donc ce sont des objets connectés, donc ça va être très intéressant. Donc vous avez négocié ça alors? Oui, au niveau du SECRA, on a été un des acteurs majeurs dans l'évolution. Plus précisément, ça signifie quoi? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde, tous ceux qui sont à l'écoute sauront de quoi ça parle. C'est simplement définir la gestion des données, des in-véhicules données, c'est-à-dire des données qui appartiennent aux véhicules. La propriété, vous voulez dire, et la transmission. L'usage, comment on peut l'utiliser, servir. On a mis en place une plateforme avec les constructeurs qui s'appelle le CERMI, qui va gérer en 2023 l'ensemble des réparateurs, parce qu'une voiture peut être hackée demain. C'est ça. Elle peut être hackée. Donc, voilà, donc c'est cette plateforme qui va gérer la nomination un peu de l'ensemble des concessionnaires, des réparateurs dans le monde automobile. Et puis on a aussi beaucoup été acteurs sur les nouveaux contrats qui ont été définis pour la distribution automobile. Voilà, vous dire que le secteur, il y a eu le secteur du Covid, mais qui s'est plutôt pas trop mal passé. On a accompagné aussi beaucoup les entreprises à ce niveau-là. Et puis, je dirais que maintenant, je dirais pas que les groupes de distribution automobile ont mal traversé la crise, ils l'ont plutôt bien traversé. Maintenant, c'est une période plus difficile parce qu'effectivement, il y a un manque de pièces très impactant. Par contre, ça dépend des marques apparemment, parce qu'il semblerait qu'il y a eu des ventes records pour les voitures de luxe. On n'a jamais vu ça apparemment dans l'histoire. J'ai vu que Ferrari, il y avait 5 ans d'attente. Donc, même les voitures de luxe, il y a des ventes records, mais par contre, il y a 5 ans d'attente. Donc les prix s'envolent voilà. Donc ce que je dirais, c'est que par contre, il y a un retour sur le véhicule d'occasion, qui est très très important. Sur la réparation, donc l'évolution de la réparation et l'évolution des ventes de véhicules d'occasion ont compensé les ventes de voitures neuves. Du côté des constructeurs, je dirais que les ventes de voitures neuves ont augmenté, donc les résultats, on le voit bien, les résultats globaux des constructeurs ont plutôt aussi évolué très sensiblement à la hausse. Donc je dis en termes de rentabilité, je dirais qu'il n'y a pas eu de casse en termes de rentabilité. En revanche, il y a un énorme besoin en formation, donc ça rejoint aussi notre travail. Il y aura un besoin de formation partout. Il y a un besoin de formation partout, mais il y a un énorme besoin de formation. Il y a un énorme besoin d'aller vers un plan de sobriété. Bon, les constructeurs, ils vont de manière générale, mais de sobriété. Et je dirais, comme toutes les entreprises, nous, on est démarche RSE ici, à la Chambre de commerce, mais on encourage aussi les entreprises à aller vers cette démarche-là. Donc, on va les accompagner dans cette démarche-là. Et donc, voilà. Donc, ce plan de sobriété, d'ailleurs, que nous a demandé Elisabeth Borne, c'est aussi, je trouve, c'est un bon moyen pour aussi se remettre en question et essayer de trouver des nouvelles innovations ou de se transformer en termes d'entreprise. Voilà. Ça sera donc entendable, en fait, la demande qu'elle a pu faire. Je pense que toute période qui permet à chaque entreprise de se positionner par rapport à ce qu'elle fait, comment le faire mieux, avec moins d'énergie, mais d'une manière plus efficace. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans mon passé sur le Lean. C'est une démarche que j'aimais beaucoup et je trouve que le Lean est vraiment quelque chose de très intéressant en termes de gestion. C'est-à-dire que je le fais, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace, est-ce que je partage mieux avec mon collègue, etc. Le geste que je fais, etc. Donc ça responsabilise aussi beaucoup. Donc, voilà. Donc, et ça ne culpabilise pas alors. Et ça ne culpabilise pas, au contraire, c'est un travail d'équipe. Oui, je vous dis ça parce que vous avez une bonne manière de prendre en fait ce qui a été dit par Madame Borne et c'est vrai que pour d'autres ça a été plus compliqué à entendre. On peut entendre responsabilité ou culpabilité, mais en tout cas, vous encouragez. En fait, j'encourage à profiter. Voilà, oui, en fait, c'est très challengeant. Pour vous, c'est comme ça que vous le voyez. Oui, c'est très très challengeant. Après, les gens veulent le faire ou ils ne veulent pas le faire, ils peuvent rester dans leur schéma, mais je trouve de se positionner, et les constructeurs le font tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une réduction de coûts qui est permanente, et puis il y a une démographie qui augmente, donc de toute façon, on est plus avec moins. Donc on est obligé forcément de se positionner sur comment faire mieux. Voilà. Donc, et puis il y a des idées qui viennent, et si on travaille en collectif, on peut avoir plusieurs idées et on peut avancer plus vite. Voilà. Donc, sur l'écologie dans l'automobile, vous pensez qu'on va dans la bonne direction ou pas? Alors, sur l'écologie, je dirais qu'on va trop vite. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a écologie. Il y a une écologie, alors je vais être
C'est un je terme, pense. c'est peut-être le Une terme qu'on utilise le plus en ce politique moment. qui est de dire bah, j'annonce des faits vite et je transforme vite. Ouais. Et il y a une écologie collective qui est une prise de conscience que le monde ne va pas bien et qu'il faut faire les meilleures choses pour l'accompagner et que souvent bah, il y a des bonnes idées à droite et à gauche sur lesquelles il faut réfléchir. Je pense que l'électrique n'est pas une mauvaise idée. Je vois les véhicules hybrides, on peut prendre le véhicule hybride qui est un véhicule avec des petites batteries, mais il faut mieux des petites batteries qui permettent d'aller effectivement, puisque la plupart des trajets sont des trajets à moins de 30 km, là c'est très intéressant. On charge à droite à sa maison, on va chercher ses croissants, son pain, machin, et on repart. Et donc là, pour ça, c'est très très bien. En revanche, des véhicules avec des grosses batteries, vous savez combien pèse une batterie pour un camion? Dites-nous. 4 tonnes. Ah, quand même. 4 tonnes. Donc, si vous voulez avoir un camion qui roule normalement, 4 tonnes. Donc, nous, en fait, au niveau du SECRA, on a beaucoup mandaté pour. On n'a pas été contre cette démarche de l'électrique parce que c'est un plus quand même. Pour les villes, c'est un plus. Ouais. Pour les petits trajets, c'est un plus. En revanche, pour les grands trajets, c'est une gabegie d'avoir une grosse batterie. Vous consommez autant avec le poids de votre batterie. Oui, et puis j'ai ouï Et puis dire, pas mais je ne sais d'infrastructure. pas si c'est vrai, mais que pour les bus, le tout électrique n'a pas toujours été une réussite Oui, oui. apparemment. Et puis il n'y a pas d'infrastructure. C'est que vous Ouais. allez dépendre. Vous faites un grand trajet de Oui, il 800 y a un kilomètres. retard en fait. On va dire Voilà. que le produit est bien, mais en fait, il n'y a pas la Voilà. suite, quoi. Vous arrivez dans une station-service, je ne sais pas si ça vous est arrivé, Il y a pas vous forcément chargez, de vous place. n'avez pas la bonne prise, parce que la prise a évolué. Et on fait la entre-temps. queue, on commence Et à vous faire la faites queue. voilà. Donc ça n'a pas d'efficacité, quoi. Je dirais pas d'efficacité. Comme la mobilité, c'est pour ça qu'on est rentré à la fondation. Moi, je suis très intéressé par la mobilité. Vous avez une mobilité qui finalement empêche les gens de rouler et qui finalement entraîne une pollution qui est aussi importante qu'avant. Donc voilà. Donc l'idée c'est d'avoir moins de CO2. Voilà. En fait, l'idée c'est d'avoir voilà. Et je pense que l'hydrogène là-dessus a une belle capacité aussi d'avenir. Donc nous, on travaille beaucoup en Europe avec l'hydrogène. On va avoir des projets en Seine-et-Marne sur l'hydrogène qui vont arriver. Et on souhaite vraiment les accompagner. Parce que l'hydrogène, alors je ne suis pas pro-hydrogène plus que pro-électrique. Hein. D'ailleurs, je pense que Engie a aussi des objectifs de faire hydrogène et électricité. Les deux vont de pair. L'important, c'est d'aller chercher de l'énergie et de l'électricité propre. Et donc d'aller soit vers les pays où il y a des très grosses chaleurs et ce qui se passe en ce moment, et faire de l'hydrogène sur place et les rapatrier en Europe. Il y a des solutions. En tout cas, je suis forcément positif sur les solutions qu'on va trouver. Le problème, c'est de ne pas y aller trop vite et d'imposer ça aux gens. Et l'idée, c'est plutôt d'aller vers le collectif, vers la réflexion, de faire un pas, de dire est-ce que ce pas a été bon. Un peu la démarche de Lean qui est très intéressante sur ce sujet-là. Quand je vous entends dire hydrogène électrique, ça me fait penser à l'hybridation électrique thermique et je me dis que finalement c'est peut-être la meilleure solution parce qu'on est dans une forme de transition en fait. Tout à fait. Donc l'hybride est intéressante. Les véhicules hybrides sont intéressants. Après, le véhicule pur est intéressant pour des petites voitures qui font 200-300 km, c'est très bien. Ça dépend. En fait, il faut vraiment prendre la bonne énergie par rapport à la mobilité que vous avez. Si c'est une mobilité courte, électrique pure, voilà, ou hybride, et si vous avez une mobilité un peu plus importante, attention. Voilà. Pour terminer, ma dernière question, et c'est le nom de l'émission, selon vous, Jean-Charles Ehrenschmidt, où va le monde ? Le monde a toujours su où il allait, je dirais, parce que je dirais que... Ça devient spirituel là. Non, c'est pas spirituel. Non, je dirais que... Bon, légèrement quand même. Je dirais que... En fait, on ne maîtrise pas le monde. Quand vous voyez la nature, comment elle évolue, vous prenez je suis assez passionné par la forêt. La forêt s'adapte. En fait, il y a des forêts qui s'adaptent énormément, des arbres qui s'adaptent. Il y a même des arbres, vous savez, il y a des arbres qui marchent même. Donc voilà. Donc en fait, les forêts s'adaptent à tout ce qui est transition. Donc je pense que l'homme trouvera toujours à s'adapter. Donc je suis assez positif sur sa force à trouver des solutions. La seule chose qui est terrible, c'est quand le monde va trop vite et que des solutions sont accélérées sans réfléchir vraiment aux causes que cela engage. Voilà. Et ça, je trouve ça assez dommage. Et donc, je pense qu'il faut, comme dit Churchill, keep calm. C'est-à-dire, je pense qu'il faut rester calme, bien réfléchir et bien aller vers les bonnes solutions. Et je pense qu'on y arrivera. Et puis, le monde ne va pas s'arrêter au monde. Je pense qu'on voit bien toutes les recherches autour de l'univers, il y a plein de choses qui vont arriver dans les générations qui viennent. Voilà. Donc, regardez l'univers quantique. L'univers quantique est aussi intéressant. On n'a pas encore d'ordinateur quantique, mais on va y arriver à un moment ou à un autre. Et ça va nous permettre de décupler dans la médecine plein de choses.
Jean-Charles Ehrenschmidt, merci d'avoir répondu à nos questions.